Bonjour, bienvenue sur cette présentation qui concerne l'épistémologie des classifications en psychiatrie. Alors pourquoi s'intéresser à une telle question? Ce type de question n'aurait pas soulevé un débat particulier dans le domaine de la médecine, pourtant dans le domaine de la psychiatrie, classer semble être une véritable difficulté. Ce que cette présentation va s'attacher à illustrer est que probablement l'objet qui est classé dans le cadre des classifications psychiatriques n'est pas tout à fait de même nature que l'objet qui est classé dans le cadre des classifications médicales. Mais qu'est-ce que c'est que classer? Rien de plus naturel pour un médecin que de classer. Nous classons tellement naturellement que nous interrogeons assez rarement sur ce que signifie classer. Notre cerveau fait ça par essence. Il essaie de trouver des règles, des invariants. Et le côté magique, c'est qu'une fois que ces invariants ont été identifiés, les objets mentaux que nous avons ainsi créés nous paraissent exister et devenir réels. En fait, c'est vrai qu'ils sont assez commodes et assez pratiques parce que nous pouvons les manipuler. Les maladies, en fait, n'échappent pas à notre volonté d'ordonner le monde qui nous entoure. Et c'est précisément, en fait, sur cette question que la psychiatrie du XXIe siècle est en train de connaître un de ses bouleversements les plus importants. La classification des pathologies mentales n'est pourtant pas une question d'actualité. C'est ce qu'atteste cette citation de Jean-Pierre Falleret qui remonte à plus d'un siècle et demi. Pour rappel, Jean-Pierre Falleret n'est pourtant que de la deuxième génération des médecins aliénistes, juste après celle des précurseurs qu'ont été Philippe Pinel et Jean-Étienne Esquirol. À l'époque, le positionnement des maladies mentales entre médecine et sciences humaines ne se pose pas. Si on parle de maladie, c'est bien qu'on se trouve dans le champ de la médecine. Voilà ce que dit Jean-Pierre Falleret. On ne saurait trop le répéter en effet, la folie n'est pas une maladie unique, pouvant revêtir les formes les plus diverses, variables à l'infini, au gré des individualités et des circonstances, dépendant de l'éducation ou du milieu dans lequel ont vécu les individus qui en sont atteints. Ces circonstances accidentelles peuvent bien imprimer des diversités secondaires, mais plus apparentes que réelles, aux manifestations les plus saillantes de la folie, mais elles n'agissent pas profondément sur l'essence même de la maladie. Le progrès le plus sérieux qu'on puisse réaliser dans notre spécialité consistera dans la découverte d'espèces vraiment naturelles, caractérisées par un ensemble de symptômes physiques et moraux et par une marche spéciale. Nous allons nous attacher à essayer d'expliciter un peu mieux ce que sont ces espèces vraiment naturelles dont parle Jean-Pierre Falleret. Et cette question est toujours d'actualité, comme en atteste cette citation de David Kupfer, le coordinateur du DSM-5. Si le DSM-5 n'a été publié qu'en 2013, la mise en œuvre du projet a débuté dès le début des années 2000. Voici ce que dit David Kupfer dans le chapitre qui initie son programme de recherche pour le DSM-5. On s'inquiète du fait que l'adoption servile par les chercheurs des définitions du DSM pourrait avoir freiné la recherche sur les causes des troubles mentaux. La réification des entités du DSM, au point de les avoir considérées comme des équivalentes à des maladies, a vraisemblablement obscurci la découverte. Toutes ces limites du paradigme diagnostique existant suggèrent qu'une recherche exclusivement consacrée à l'affinement des syndromes définis par le DSM ne permettra jamais de découvrir leur étiologie. Pour que cela soit possible, nous devons réaliser un changement de paradigme qui reste à définir. En gros, ce que David Kupfer est en train de nous dire, c'est que le DSM ne définit pas des maladies. Alors en quoi a-t-il raison? Pour bien le comprendre, il va falloir revenir sur la notion de classification et sur la notion de maladie. Commençons par la notion de classification. Les classifications ont deux propriétés fondamentales. La première, c'est leur utilité. La question est de savoir pour quel usage cette classification a été faite, dans quelle mesure elle est adaptée à cet usage. Prenons l'exemple de cette classification des véhicules qui vous est présentée ici sur la droite. L'utilité de cette classification est ici de pouvoir connaître la somme dont il va falloir que ces véhicules s'acquittent pour pouvoir être transportés dans un ferry. Mais cette classification serait inutile s'il n'y avait pas en plus une fiabilité. Autrement dit, il faut que deux cotateurs ou deux utilisateurs puissent reproduire la même classification confrontée au même véhicule. Il y a aussi une autre notion de reproductibilité qui est la reproductibilité test-retest, c'est-à-dire qu'à 2 jours distants, bien entendu, il faut que les cotateurs catégorisent le véhicule dans la même catégorie. Qu'en est-il de nos manuels de classification? Comme nous le verrons, ils remplissent bien ces deux critères fondamentaux. Mais on leur a reproché de ne pas remplir un troisième critère, qui est le critère de la validité. Pourtant, ce critère n'est pas obligatoire pour une classification. Il n'est obligatoire que lorsque cette classification se prétend être une classification scientifique. Qu'est-ce qu'on entend en fait par le terme de validité?
On ne peut comprendre ce concept de validité que si on se souvient que le paradigme scientifique s'inscrit dans une perspective réaliste. Autrement dit, les objets que décrit la science existent dans la réalité du monde. Cette vision s'inscrit à l'inverse d'une posture qui serait une posture purement idéaliste, qui consiste à penser que nos concepts n'ont pas de réalité dans le monde extérieur et n'existent, pour ainsi dire, que dans notre tête. On comprend dès lors que si on adopte une posture réaliste, nos concepts au contraire peuvent être validés par le monde extérieur. Et cette notion de validité, en fait, correspond à l'adéquation qu'il y a entre le concept qui est proposé et la réalité du monde. La validité, c'est le fondement même de la démarche scientifique. La question est de savoir si le modèle que nous faisons du monde, la représentation que nous en avons, est conforme à la réalité. Toute démarche scientifique commence par des observations, et c'est sur la base de ces premières observations que nous allons en déduire un modèle. Par la suite, ce modèle, nous chercherons à le tester en essayant d'effectuer des prédictions, de les tester sur la base de nouvelles observations qui nous donneront des résultats. Et la confrontation de ces résultats avec les prédictions du modèle nous amènera à prendre une décision qui pourrait être soit de conserver le même modèle, soit au contraire d'en changer, parce que le modèle n'explique pas correctement les données observées. Et c'est ce qu'on pourrait appeler le cercle vertueux de la science, qui est ce processus d'optimisation qui va permettre au fur et à mesure d'améliorer le modèle pour qu'il colle de plus en plus au résultat, autrement dit, qui colle de plus en plus à la réalité. La science est donc un processus d'optimisation d'un modèle qui va tendre vers la validité de celui-ci, mais ce processus est probablement sans fin, ce qui signifie qu'il ne pourra probablement jamais prétendre parfaitement décrire la réalité du monde. Alors si nous revenons au concept de classification, en science, classer, c'est en fait modéliser. Une classification scientifique propose explicitement un modèle. Un grand exemple de classification, c'est le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, mais je vous ai présenté ici un modèle plus récent, le modèle standard, un modèle physique des particules, et cette classification représente en fait l'état de la théorie. Vous avez ici l'état de la théorie il y a plus d'une vingtaine d'années, et au fur et à mesure, le modèle s'est enrichi de nouvelles particules. La classification représentait donc bien un état de la théorie à un moment donné. Et cela illustre que si la théorie évolue, la classification va évoluer aussi. C'est ce fameux processus d'optimisation dont nous parlions. Voyons à présent comment cela s'applique à la médecine. Les classifications médicales se veulent scientifiques. On pourrait appeler ça le modèle médical. Dans ce modèle médical, il existerait 3 niveaux de description. Le niveau de description le plus simple, c'est celui de l'observable, ce sont les symptômes. Les maladies ne sont jamais décrites au niveau des symptômes. Les maladies, au sens d'entité morbide naturelle, comme le disait Jean-Pierre Falleret, correspondraient au dérèglement d'un processus physiologique. Et c'est ce dérèglement qui correspondrait à la réalité du monde que nous chercherions à décrire. Ce qui signifie que les maladies peuvent être définies soit par un modèle étiologique, la cause. Et un exemple pourrait être la maladie de Huntington, puisque la maladie de Huntington correspond à un dérèglement génétique qui serait la cause de l'ensemble des symptômes que nous observerions. Dans le cas présent, une amplification triplée au niveau du gène de la Huntington, ou ces maladies peuvent être aussi définies par un modèle physiopathologique, et c'est l'exemple de la maladie de Parkinson, pour laquelle on sait aujourd'hui qu'il n'existe pas qu'une seule cause, mais plusieurs, éventuellement traumatiques, vasculaires, liées à différents gènes, de la parkine, de l'alpha-synucléine, ou des causes toxiques, comme une intoxication au paraquat. Mais la maladie de Parkinson pourrait finalement s'expliquer par un nœud physiopathologique commun, qui serait la disparition des cellules dopaminergiques du mésencéphale. C'est à partir de là que pourrait s'expliquer l'ensemble des symptômes. Ainsi, lorsque nous parlons de maladie en médecine, cela signifie que nous avons un modèle sur l'étiologie ou la physiopathologie des manifestations que nous observons. Alors comment fait-on pour trouver des maladies? La méthode REN est la méthode des corrélations. La première de celles-ci, c'est-à-dire la première qui a été trouvée, est la méthode anatomoclinique. Elle est en fait réellement fondée par l'italien Morgagni au XVIIIe siècle, mais son usage va être systématisé en France par Bichat tout d'abord, puis par son élève Laennec, ici représenté sur ce tableau. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de réaliser des observations cliniques du vivant des patients, et ces observations doivent être le plus détaillées possible, on pourrait parler de phénotype, et Laennec était surtout célèbre pour ses données d'auscultation, qu'il pouvait ensuite confronter à des observations anatopathologiques une fois que ces patients étaient décédés.
Ainsi, un sifflement à l'auscultation ou un son mat à la percussion avait été corrélé par l'ANEC avec la présence d'une congestion pulmonaire à l'examen anatomopathologique. Si le lien de corrélation entre la manifestation clinique, c'est-à-dire le phénotype, et une anomalie est assez fort, autrement dit, si cette anomalie est retrouvée chez la plupart des patients qui présentent les mêmes symptômes, alors on peut suspecter que cette anomalie est en rapport avec l'étiologie ou la physiopathologie du phénotype en question. De nos jours, l'approche n'est plus que rarement anatomoclinique, ce qui nécessiterait de faire un examen anatomopathologique du patient. C'est encore le cas pour certaines maladies neurodégénératives. Mais on utilise plutôt des corrélations avec des marqueurs en imagerie, en biologie, en génétique ou avec des anomalies électroencéphalographiques. C'est le cœur du concept en fait de biomarqueur qui a été remis au goût du jour, même si ces derniers temps il s'est un peu étendu. En psychiatrie sont parfois utilisées des notions un peu dégradées de ce concept de biomarqueur avec l'idée des validateurs externes ou la notion d'endophénotype. Un exemple typique de validateur externe pouvant être l'âge d'apparition des premiers symptômes. Et la notion d'endophénotype est implicitement l'hypothèse d'une origine héréditaire d'une petite partie du phénotype. On ne peut en aucun cas attribuer à l'un comme à l'autre la même force que le concept de biomarqueur. Alors est-ce que pour autant toutes les classifications médicales ont besoin d'être valides ? Bien non, c'est probablement pas le cas. Puisqu'encore une fois, tout dépend de l'utilité, tout dépend de l'objectif visé. On peut prendre l'exemple de la classification des retards mentaux. C'est certes intéressant et très utile de pouvoir classer le retard mental selon ses étiologies ou sa physiopathologie pour les formes connues. Grosso modo, on considère qu'on en connaît à peu près 40%. Tout ça, ça nous fait à peu près 450 causes connues. C'est utile lorsqu'on fait de la science. C'est utile pour des traitements spécifiques pour certaines formes, comme par exemple la phénylcétonurie, ou pour aller détecter des malformations associées, comme dans le syndrome du 22q11. Mais néanmoins, sur le plan clinique, c'est un peu difficile de demander aux praticiens de connaître les 450 causes connues de retard mental. Surtout lorsqu'il s'agit en fait de faire simplement des prescriptions en termes d'adaptation psychosociale. Aussi, on peut parfaitement accepter que pour la majorité des médecins, une autre classification soit développée avec une autre utilité qui serait de prédire le niveau d'adaptation psychosociale et l'orientation que l'on peut proposer à l'enfant. Et cette classification va donc reposer sur le degré d'atteinte légère, modérée à sévère, sur la simple base du quotient intellectuel. Donc on voit là qu'il reste toujours possible d'utiliser le modèle médical classique avec son approche scientifique lorsqu'il s'agit de proposer des traitements étiologiques ou une prévention par rapport à d'autres malformations, mais que pour l'essentiel des praticiens, on puisse faire l'usage d'une échelle plus simple qui vise essentiellement à leur permettre de prescrire le niveau d'aide psychosociale qu'il faudra apporter à l'enfant. Ce sont deux objectifs différents, deux utilités différentes, et donc deux classifications différentes. Alors résumons ce que nous avons appris jusque-là. D'abord, que les classifications n'ont que deux propriétés majeures. La première, c'est leur utilité, ce à quoi elles servent, quel est leur objectif. La seconde, c'est leur fiabilité, leur reproductibilité à la fois intercotateur et en test-retest. Une classification scientifique doit remplir un critère supplémentaire, celui de la validité. Autrement dit, son adaptation à la réalité par ce processus d'optimisation que nous avons décrit. Par parenthèse, nous pourrions dire que la validité découle de l'utilité d'une classification scientifique. Dans le cadre du modèle médical, les classifications se veulent scientifiques. Une maladie est donc cette fameuse entité morbide naturelle qui se définit soit par une physiopathologie, soit par une étiologie pouvant expliquer l'ensemble des manifestations symptomatologiques. La façon de les définir nécessite généralement la mise en évidence d'une corrélation avec un biomarqueur. Et dans la présentation qui va suivre sur l'histoire des classifications en psychiatrie, je vous propose de mettre l'accent sur leur mode de constitution et les difficultés qui ont été rencontrées dans leur usage.